La guerre, on croit savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Des armées, des nations, des buts bien définis. Mais et si tout ça était devenu complètement dépassé? Si la nature même du conflit avait changé là sous nos yeux? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà la phrase, celle qui a tout défini pendant près de 2 siècles. La guerre est la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien que la guerre, même dans sa violence la plus folle, n'est pas juste du chaos. Non, il y a une raison derrière tout ça, une logique, un calcul. C'est la politique qui, en coulisses, tire les ficelles. Ok, mais aujourd'hui, avec le terrorisme, les guerres hybrides, est-ce que cette belle idée tient encore la route? C'est la grande question, celle qui donne des mots de tête à tous les stratèges. Quand l'ennemi n'a plus d'uniforme et que le champ de bataille, c'est le monde entier, ce vieux principe a-t-il encore un sens? Pour le savoir, il faut faire un petit retour en arrière. Alors, pour bien saisir à quel point les choses ont changé, il faut commencer par les bases. Disons, le manuel de la guerre classique. Et derrière ce manuel, il y a un nom, un seul. Karl von Clausewitz, un théoricien militaire prussien. Attention, Clausewitz, ce n'est pas un intellectuel qui a théorisé la guerre depuis son bureau, loin de là. C'était un soldat, un officier. Il était sur le terrain, il a vu de ses propres yeux les armées de Napoléon déferler sur l'Europe. Il a vécu cette transformation incroyable. On est passé de petites guerres bien propres entre rois à une violence de masse nationale. Ce qui l'intéressait, c'était pas de donner des recettes pour gagner, mais de percer le secret de la guerre, de comprendre ce que c'est, au fond. Et son idée maîtresse, la voici. Pour lui, la guerre n'est pas juste une explosion de violence aveugle, un pur chaos. C'est un instrument, oui, un outil. Un outil terrible, bien sûr, mais un outil rationnel, contrôlé par le pouvoir politique pour arriver à ses fins, pour atteindre un but bien précis. Et pour aller plus loin dans sa logique, Clausewitz a mis au point 2 concepts, et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa pensée et la suite de notre analyse. Il faut vraiment bien saisir cette différence. D'un côté, on a ce qu'il appelle la guerre réelle. C'est la guerre telle qu'elle se passe en vrai, vous savez, avec ses limites, ses contraintes, et la politique qui vient toujours mettre son grain de sel. Les objectifs sont limités. Et de l'autre côté, il y a la guerre absolue. Ça, c'est la tendance pure de la guerre, sa nature profonde si on la laissait faire, une escalade sans fin vers toujours plus de violence. Et tout l'enjeu pour Clausewitz, c'est que la politique doit absolument servir de garde-fou pour que le réel ne glisse jamais vers cet absolu. Bon, maintenant qu'on a la théorie, les règles du jeu, voyons ce que ça donne dans la pratique. On va tester ce modèle sur l'histoire. Alors, est-ce que ça marche? Premier cas d'école, et c'est un exemple de manuel, si j'ose dire, la guerre de 7 ans. On la surnomme parfois la toute première guerre mondiale, et pour cause. Et là, regardez, ça coche toutes les cases de la guerre réelle. On a des États, clairs et nets, des objectifs politiques bien définis. On se bat pour des colonies, pour des territoires comme la Silésie, les armées, des pros. Et le plus important, comment ça se termine? Par des négociations, par un traité politique, le traité de Paris. Bref, la politique a commencé le match, et c'est elle qui l'a sifflé à la fin. Le contrôle est total. Allez, on avance dans le temps et on arrive au moment de la grande rupture, le choc qui a tout changé et qui est à l'origine même de la pensée de Clausewitz, les guerres napoléoniennes. Là, ce n'est plus du tout la même histoire, on change complètement de dimension. Fini les petites armées de métier, place à la conscription, à la nation en armes. La guerre, elle est portée par une idéologie puissante, celle de la révolution. Le but n'est plus de grignoter un bout de territoire, non, on veut carrément faire tomber des régimes. Et forcément, les pertes humaines, elles explosent. On sent très bien cette montée aux extrêmes dont parlait Clausewitz. Ça commence à déraper. Faisons un bond jusqu'au XXe siècle. Là, avec la technologie industrielle et les idéologies totalitaires, le modèle de Clausewitz va être poussé à sa limite absolue. Prenons les 2 guerres mondiales. La première, c'est la guerre totale. Tout le pays est mobilisé, l'économie, la société, tout y passe. Mais, et c'est un mais crucial, la politique reste aux commandes. Les généraux ne décident pas de tout. La Seconde Guerre mondiale, c'est autre chose. On bascule dans la guerre d'anéantissement. C'est l'idéologie, le nazisme, qui prend le dessus sur le calcul politique. Le but n'est plus de gagner un avantage, c'est de détruire l'autre, de l'exterminer. Et la bombe atomique, au fond, c'est le point final de cette logique terrifiante. Et puis, après 1945, tout est à nouveau chamboulé. L'arme nucléaire entre en jeu. Et là, la fameuse montée aux extrêmes ne mène plus à la victoire, mais à l'apocalypse pour tout le monde. La guerre absolue devient un suicide collectif. Du coup, la guerre directe entre les superpuissances devient impensable. Elle est remplacée par la dissuasion, le fameux équilibre de la terreur. Le modèle de Clausewitz pour ces conflits-là est mis au congélateur.
Et ça nous amène directement à notre époque. La fin de la guerre froide a ouvert la boîte de Pandore, libérant des formes de conflits complètement nouvelles et qui, à première vue, n'ont plus rien à voir avec le modèle classique. Cette chronologie, elle raconte l'histoire d'un acteur d'un nouveau genre, un acteur qui va faire exploser le vieux modèle. On part d'une idéologie politique radicale dans les années 70 pour arriver à des réseaux qui se jouent des frontières, comme Al-Qaïda, et enfin, à la tentative de Daesh de se tailler un territoire, un quasi-État. On voit bien que leur logique n'est plus du tout celle des États-nations. Et quand on met les deux modèles côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, le monde de Clausewitz, des États, des armées, des fronts bien définis, des objectifs politiques. De l'autre, la guerre irrégulière, des réseaux transnationaux, pas de front. Le monde entier est un champ de bataille. Et surtout, des objectifs qui sont idéologiques, absolus. On ne peut pas négocier. Ce n'est plus une simple évolution, là c'est une vraie rupture. Voilà le cœur du problème. Ces nouveaux acteurs, ils ont pris le manuel de Clausewitz et l'ont mis en pièces. Ils ne sont pas des États, leurs buts ne sont pas politiques au sens classique, ils ne cherchent pas à obtenir un avantage pour ensuite négocier la paix, non, ils ne veulent pas continuer la politique, ils veulent carrément la détruire et la remplacer par leur vision du monde. La fameuse rationalité politique, la pierre angulaire de tout le système, elle s'est évaporée. Alors, face à cette nouvelle réalité, comment les États réagissent-ils? Comment est-ce qu'on se bat? Et plus profondément, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de la guerre aujourd'hui? La réponse des États, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est un drôle de mélange, un cocktail assez complexe. On y trouve un peu d'armée classique, mais aussi beaucoup de tactiques asymétriques. Pensez aux frappes de drones, aux forces spéciales, et bien sûr, la cyberguerre. Le résultat, c'est une sorte de conflit diffus, permanent, sur tous les fronts à la fois. La vieille distinction entre la guerre et la paix, elle devient très, très floue. Ce grand chambardement nous oblige à revenir à deux façons fondamentales de voir la guerre. D'un côté, il y a l'école réaliste, celle de Clausewitz. Pour eux, la guerre est un outil politique. Point. On ne se demande pas si c'est bien ou mal, mais si c'est utile, si c'est efficace. Et de l'autre côté, on a l'école de la guerre juste. Là, on est dans une autre dimension. La guerre est avant tout une question morale. Pour qu'elle soit acceptable, il faut une cause juste et il faut la mener de manière juste. Et c'est ça, finalement, la question essentielle que tout ce qu'on vient de voir nous pose. Au XXIe siècle, face à des ennemis qui ne jouent selon aucune règle et qui poursuivent des buts absolus, la guerre peut-elle encore n'être qu'un simple calcul politique? Ou bien est-ce qu'elle devient, qu'on le veuille ou non, un combat de valeurs, un affrontement moral? La question est loin d'être tranchée.